Bon matin, Ariane. Allô, Marc-Claude. Merci d'être avec moi. Tu es assise par terre. Tu as lu un article qui t'a inspiré. Tout Et à fait. aujourd'hui, j'ai été invitée parce que toi, tu m'inspires grandement sur un sujet qui peut sembler vraiment inusité pour beaucoup de personnes. Non seulement inusité, mais que c'est même pas dans leur sphère de possibilités. Et c'est l'HNI, l'hygiène naturelle de l'enfant, qui est aussi, il y a plusieurs expressions, mais qui peut être dit autant en anglais qu'en français comme du sans-couche. Et quand les gens entendent le mot, l'expression sans couche, ils imaginent des bébés qui courent tout nus, qui font leurs besoins aléatoirement. Moi, c'est l'effet que ça a fait quand j'ai mentionné cette expression-là à ma famille. J'ai ri de ça, puis là, maintenant, je leur fais des blagues. Là. C'est ça, quand je vais leur amener mon enfant, il va rester dans le jardin librement, mais c'est vraiment juste pour en rire. On va parler aujourd'hui, en fait, de qu'est-ce que c'est. Moi, je t'ai découvert, en fait, parce que j'ai commencé à questionner ce qui m'entoure. Pour comprendre comment notre environnement influence comment on bouge, puis les gestes qu'on pose au quotidien. Fait que ça a commencé avec le lit, de comprendre c'est quoi l'histoire du lit, qu'est-ce qu'on faisait avant que les lits, mais les matelas industriels existent, la chaise. Puis là, je commençais à avoir vraiment du plaisir à juste m'asseoir chez nous puis à dire, puis ça, qu'est-ce qu'on faisait avant ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis là, vu que j'étais enceinte, je me suis dit, comment on faisait avant les couches? Fait que j'ai juste googlé des trucs random comme How did we do before in prehistoric times ou quelque chose du genre, tu sais. Puis là, le mouvement diaper free, qui est un des termes quand même utilisés beaucoup en anglais, a émergé. J'ai vu qu'il y avait une association de ça. Puis j'ai comme pas pensé le traduire ou le chercher en français. Finalement, c'est ma sage-femme qui m'en a glissé un mot. Elle a dit hygiène naturelle de l'enfant. Puis quand je l'ai googlé, je t'ai trouvé. Je me suis dit, je veux en savoir plus. Et c'est pour ça que tu es là ce matin. Ouais, on va commencer avec ça. Qu'est-ce que l'hygiène naturelle de l'enfant? L'hygiène naturelle infantile, tu as déjà fait De une l'enfant. bonne amorce de définition. Ouais, il y a effectivement beaucoup de termes pour définir cette chose-là. Moi, quand j'ai fait mes recherches, puis que je suis comme toi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, puis que je suis tombée là-dessus, j'ai aussi fait des recherches en anglais. Puis un terme que j'aime beaucoup, pour lequel on n'a pas vraiment de traduction, c'est Elimination Communication, donc la communication au sujet de l'élimination. C'est un terme que j'aime beaucoup puis que je trouve dommage qu'on n'ait pas de traduction. Hygiène naturelle infantile, ça sonne un peu abstrait. À la limite, on peut se demander, là, c'est une question de donner des bains plus souvent à des bébés ou quelque chose comme ça. Tandis que le terme bébé sans couche, ça nous donne une image très nette en tête, mais pour beaucoup de gens, c'est comme wow, ouais, pourquoi est-ce que j'irais faire ça? Donc, c'est ça. Donc, l'hygiène naturelle infantile, c'est la méthode des bébés sans couche. J'aime définir ça comme une alternative. C'est une méthode alternative à l'utilisation exclusive de couches pour gérer le besoin d'hygiène des bébés. Les bébés font pipi et caca, c'est de même depuis l'époque préhistorique. Les mammifères aussi font ça. Hein? On regarde des petits singes, les mamans les ont beaucoup dans les bras, puis il faut quand même qu'ils fassent leurs besoins, puis ils ne passent pas leur journée à faire leurs besoins sur les mamans singes ou les mamans koalas. Ou, on peut regarder dans le règne animal pour voir comment ça se fait, puis se dire que nous aussi, on est des mammifères, on vient de là, donc bien sûr, on est civilisé et tout ça, mais on a quand même des réflexes qui viennent de là. Et donc, quand je dis méthode alternative à l'utilisation exclusive des couches, ça veut aussi dire qu'on n'est pas obligé de se passer entièrement de couches. Donc, une première chose là, que je veux démystifier, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir, comme tu dis, des bébés tout nus partout qui font pipi et caca comme bon leur chante. C'est sûr qu'on peut avoir des bébés sans couches, on peut avoir toutes sortes de couches minimalistes, plus simples, des systèmes qui vont favoriser le fait d'amener bébé faire ses besoins ailleurs que dans la couche. Donc, ailleurs que dans la couche, ça peut être le pot, la toilette, mais ça peut aussi être l'évier, ça peut être un buisson, ça peut être
toutes sortes d'endroits. À un moment donné, il y a un répertoire limité, là. Ben, c'est l'idée qu'on veut enseigner à l'enfant que la couche n'est pas le seul endroit pour faire ses besoins et n'est même peut-être pas le meilleur endroit pour faire ses besoins. Parce que quand un bébé fait hors de sa couche, lorsqu'on lui remet sa couche, ça lui permet de rester au sec plus longtemps, plus souvent, et donc pour le bébé, il va être beaucoup plus confortable. Nous, en tant que parents, ça va nous permettre de répondre beaucoup mieux aux besoins de notre enfant, d'avoir une connexion spéciale, d'apprendre à communiquer. Donc, le terme Elimination Communication, j'aime ça parce que ça met vraiment la communication au centre de cette pratique-là. Puis le but, c'est vraiment ça, c'est de mieux comprendre notre bébé, de commencer à lui enseigner, à le familiariser avec une habitude qu'on veut développer, qui est d'utiliser le pot ou la toilette. Puis donc, c'est un peu ça, la chenille. J'ai longtemps utilisé l'expression, c'est une approche, une méthode douce et progressive d'éducation à la propreté qui peut être débutée dès la naissance. Ça aussi, je pense que ça donne une bonne idée aux gens quand on la décrit comme ça, mais en même temps, la chenille diffère vraiment beaucoup de l'éducation à la propreté. J'aide aussi les parents avec des enfants plus vieux à intégrer le petit pot dans leur vie, puis je me rends compte qu'un tout petit bébé puis un bambin de 2 ans, la psychologie, les capacités sont tellement différentes que ces deux approches très différentes. Mais c'est sûr que la chenille, d'une certaine manière, c'est comme de l'éducation à la propreté, mais il faut savoir que c'est très progressif. Hein? On ne s'attend pas à ce que le bébé de 2 mois marche à la toilette puis l'utilise. Là. C'est un apprentissage progressif, puis c'est aussi très doux. Parce que quand on parle de mettre un bébé sur le pot, il y a certaines personnes, surtout peut-être des personnes plus âgées qui ont connu cette époque-là où on forçait une éducation à la propreté très tôt, on mettait les enfants sur le pot longtemps, c'était très coercitif, c'était pas du tout axé sur le bien-être de l'enfant, c'était vraiment plus pour la convenience des parents. Puis donc, mon but aussi, c'est de détacher l'image que la chenille, ça pourrait être ça. C'est vraiment, au contraire, une méthode très douce, très, c'est ça, axée sur les besoins de l'enfant, l'écoute de l'enfant, puis une communication mutuelle, là, plutôt que quelque chose qui va vraiment être imposé à l'enfant. Mm-hmm. C'est ça. Je me disais, il y a peut-être des gens qui découvrent la chenille par pas le sans-couche, les couches réutilisables. Mettons, je me demandais si c'était une évolution progressive vers, OK, je change des couches de table à réutilisables, puis après, je ne sais pas pour toi, mais je trouve que quand on change nos habitudes de vie, puis qu'on développe des nouvelles pratiques au quotidien, souvent, ça grandit. Tu sais, souvent, moi, ce que je dis, c'est que les mouvements, les petits gestes, ça grandit comme des plantes, en fait, là. Tu sais, on se fait un pot à fleurs, on fait une plante dans la maison, puis on veut un dépôt sur notre balcon, puis on veut un petit jardin, puis on veut un plus gros jardin. Puis je me disais, est-ce que c'est l'évolution naturelle vers ça? De dire, j'utilise moins de couches, puis de dire, comment est-ce que je peux repousser la limite un petit peu? J'ai l'impression que les gens ne se lèvent pas du jour au lendemain en se disant, je vais arrêter les couches. Tu sais, c'est tellement pas une possibilité. Fait que là, je me disais, sûrement que les gens arrivent là peut-être par l'aspect environnemental, mais quand on s'est rencontrés, on s'est parlé la première fois, tu avais l'air de dire que l'aspect connexion parent-enfant, tu réalises, toi, en côtoyant beaucoup de parents, que c'était un élément central qui motive les gens à appliquer la chenille. Oui, exactement. Je dirais en fait que les gens qui vont faire comme toi puis googler la chenille, là, se dire je veux faire la chenille, c'est parce qu'ils ont entendu parler de ça puis ils font genre hey wow, tu sais, communiquer avec mon bébé comme ça, être autant connecté. Puis tu sais, j'en parlais récemment avec une maman, tu sais, elle avait comme un petit peu des problèmes avec la chenille puis son bébé, fait qu'on s'est parlé un peu au téléphone puis j'ai dit ben tu sais installe ton bébé par terre sur un piquet, laisse-le sans couche, puis tu sais, toi, si tu as besoin, travaille à ton ordi, installe-toi à côté de lui. Tu sais, elle aussi a travaillé un peu. Moi aussi, des fois, il faut que je travaille. Puis, tu sais, j'ai dit, tu sais, tu vas le voir, ton bébé, tu es à côté quand il va faire pipi, tu vas le voir, tu vas pouvoir observer ses signaux, etc. Puis, tu sais, je disais comme à quel point mon bébé commence à être un âge un peu chigneux, mais quand je le laisse sans couche, il gazouille, il babille, il est comme full content, il bouge vraiment librement. Puis elle a fait ça, puis après, elle m'a écrit, elle a dit, je me sentais tellement connectée à mon bébé, tu sais, j'avais tellement l'impression de plus comprendre ce qui se passait dans son corps, puis ce qu'il essayait de me dire quand il gigotait, quand il faisait certains bruits. Fait que, tu sais, cette connexion-là, la volonté de, tu sais, garder bébé au sec, propre, plus longtemps pour son confort, c'est vraiment quelque chose qui va motiver les gens. Il y a des gens, par exemple, que leur bébé va faire beaucoup d'irritation, fait qu'ils vont laisser un petit peu sans couche, fait que là, ils googlent bébé sans couche, puis ils tombent là-dessus. Ça peut être une porte d'entrée. C'est sûr que l'aspect environnemental peut l'être aussi, là, les couches lavables de fait. En fait,
ça, c'est dans un sondage que j'ai fait, il y a beaucoup de gens, pourquoi pratiquez-vous la chenille pour ne pas avoir à laver de caca? Là? Il y a vraiment, pour moi, la chenille, c'est le meilleur ami des couches lavables. Si tu fais les couches lavables, il faut au moins que tu essayes d'attraper les cacas dans le pot. Ça simplifie tellement tout. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui font la chenille sans le savoir. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent dans les groupes de couches lavables quand la chenille pop. Des fois, là, ça fait ça. Puis il y a des gens qui disent ah ouais, ben moi, je fais ça. Là. Mon bébé a 10 mois, puis il se tient assis. Fait qu'après les repas, tu sais, genre, j'ai remarqué qu'il faisait tout le temps caca après les repas. Fait que maintenant, ben, je le mets sur le pot, puis il fait ses besoins là. Fait que ça simplifie ma routine de lavage. Puis là, je fais ben, c'est super, vous faites la chenille. Fait que, il y a quelque chose de vraiment instinctif aussi. Là. Il y a beaucoup de parents qui le font d'eux-mêmes sans savoir même que ça a un nom, puis c'est tant mieux. Il y a aussi des gens qui s'intéressent à la chenille pour des raisons plus économiques. Moi, c'était mon cas. En fait, ce qui m'a amené vers la chenille, c'est que quand j'ai eu mon premier bébé, j'étais encore étudiante, fait qu'on n'avait pas un méga budget, fait que je cherchais toutes sortes de manières plus économiques pour élever un enfant, les couches lavables, comment faire nos propres couches lavables. Puis là, d'un blog à l'autre, je suis tombée sur quelque chose qui s'appelle Elimination Communication, puis j'ai fait « Hein? » Puis je suis allée voir, puis c'est comme ça que j'ai découvert. Mais fait qu'il y a toutes sortes de portes d'entrée, il y a toutes sortes de raisons de faire la chenille, puis il y a aussi toutes sortes de manières de le faire. Donc, c'est, oui, quelque chose de super ancien, de traditionnel, c'est quelque chose qui va être intégré dans des cultures partout à travers le monde, mais les parents modernes, occidentaux, qui travaillent, qui envoient leurs enfants à la garderie, il y a aussi vraiment moyen pour nous d'intégrer la chenille à notre quotidien. C'est intéressant parce que c'est ça la scène, moi, du bébé qui court tout nu dans la nature, moi, ça me fait sourire, ça me fait rire. Mais c'est ça qui est en contraste à ça, c'est là que j'ai réalisé que la chenille peut être plus compliquée. On vit, nous, dans un appartement d'un 4,5 montréalais. Fait que la réalité n'est pas du tout la même. Avant, il devait avoir une certaine simplicité, justement, dans les pratiques ancestrales, parce que tu pouvais réellement juste prendre ton bébé puis le mettre dans un buisson, tu sais, comme faire faire ses besoins dans un buisson, puis la nature s'occupe du reste, de faire disparaître tout ça, puis de même fertiliser les sols. Mais tu sais, dans un appartement moderne, moi, avec mon beau tapis crème que j'adore, que je me dis... OK, t'as du tapis, ça, c'est un défi supplémentaire, clairement. C'est un plancher de bois. Fait que, tu sais, au pire, le tapis, je ne sais pas s'il va survivre à l'enfance, mais comme au pire, je le roule puis je le range parce que je ne pense pas qu'il va rester propre longtemps. Mais je pense que je me suis fait à l'idée qu'il ne sera pas, mais pour plein de raisons, là, pas juste le pipi, mais de dire « Ah, mais c'est vraiment ça. Hein, quand on reprend la pratique puis on la met dans un contexte moderne où on est à l'intérieur, il y a du mobilier, ben, c'est là que ça devient plus contraignant parce que l'enfant peut plus juste le faire n'importe où. Fait qu'il faut le surveiller davantage, j'ai l'impression, pour l'amener à un pot ou à un évier ou à quoi que ce soit. Fait que je me dis, c'est peut-être là le défi, puis ça peut sembler drainant peut-être pour des parents. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu l'as vécu avec tes enfants? Parce que c'est ça aussi, chaque enfant, je pense que c'était pas la même expérience. Comment ça s'est passé avec ton premier, puis après avec ta deuxième? Oui, ben en fait, j'aimerais tout de suite rebondir sur ce que tu disais par rapport à ailleurs dans le monde. Tu sais, une statistique que j'aime beaucoup dire, c'est que, puis qui permet vraiment de relativiser notre culture de couche, c'est que si on regarde à travers la planète, 50-60% des enfants à peu près sont propres autour d'1 an. Alors qu'ici, en Amérique du Nord, l'âge moyen de la propreté, c'est 3 ans. Fait que pour avoir un bébé propre à 1 an, il faut que tu fasses une quelconque forme d'achénie. Il faut que ton enfant apprenne à faire ailleurs que dans des couches. Mais en même temps, la notion même de propreté varie à travers le monde. Fait que, tu sais, de fait, si tu habites dans une hutte en Afrique, dès que tu passes le pas de la maison, pas mal, tu sais, tout devient une toilette, là. Tu peux aller dans le bois, dans la forêt, c'est beaucoup plus... les normes culturelles sont différentes, même en Asie. Il y a des gens qui voyagent en Asie, puis j'ai vu quelqu'un faire un pipi à son bébé dans la rue, puis là, c'est comme scandale, ou au-dessus d'une poubelle. Puis là, moi, je suis habituée à ça, fait que je fais « Ah ouais, c'est donc bien cool! » Mais c'est sûr qu'ici, en Amérique du Nord, c'est plus dur d'être propre pour les bébés parce que les lieux socialement acceptés pour faire les besoins sont vraiment plus limités. Fait que c'est vraiment la toilette, le petit pot. Il y a des familles chez qui le petit pot, il reste dans la toilette, il ne va pas dans la chambre, il ne va pas dans le salon, etc. Moi, ça ne me dérange pas de faire un pipi derrière un arbre dans un parc, mais il y a d'autres gens pour qui, s'il y a d'autres enfants présents dans le parc, c'est clair que je ne ferai pas ça. Fait que la notion même de propreté va être variable d'une culture à une autre, puis aussi
à l'intérieur de notre société, selon les familles, selon les habitudes, ça va vraiment me varier. Mais mon expérience, c'est que pas tout le temps, mais oui, j'ai laissé mon enfant souvent sans couche. Nous, on n'avait pas de tapis, c'était facile. On avait juste du bois franc. Fait que si jamais il y avait un petit pipi qui se ramassait par terre, ben, on le nettoyait, on l'essuyait, puis c'était pas plus grave que ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'on met autant l'emphase sur le sans couche, c'est que beaucoup d'enfants se retiennent beaucoup mieux quand ils sont sans couche. Puis quand ils vont faire pipi, puis que ça va par terre, ça les garde comme plus connectés à leur fonction corporelle, au ressenti qu'ils ont juste avant de faire leurs besoins, puis ils vont être plus capables d'associer ça, puis donc de se retenir, d'aller au pot ou de manifester leur envie. C'est quand tu fais l'éducation à la propreté avec un enfant plus vieux, la première étape, c'est d'enlever complètement les couches, ça c'est vraiment important, mais la première étape pour l'enfant, ça va être juste de reprendre conscience de son élimination. Parce qu'avec les couches jetables qui sont tellement efficaces, tellement absorbantes, avec un effet au sec magique, il y a des enfants qui deviennent complètement déconnectés, puis ils ressentent même plus qu'ils font pipi, parce que ça ne fait pas une différence pour eux, parce qu'ils ont tout le temps une couche, puis tandis que une fois que tu le mets tout nu, ils vont faire pipi, ça coule sur leurs jambes, puis là, ils sont comme « qu'est-ce qui vient de se passer? » Puis là, c'est là que l'apprentissage commence. Mais si c'est quelque chose à quoi t'habitues ton enfant, là, le but, c'est pas d'habituer les enfants à se pisser dessus, évidemment pas. Mais c'est juste, ils vont rester beaucoup plus connectés à leur fonction corporelle, puis ils vont plus apprendre à les contrôler, communiquer à ce sujet-là. Puis donc, c'est ça qu'on veut. Donc, mon premier, il était souvent nu-fesse, quand je faisais du FaceTime avec ma mère. « Ah, il est encore tout nu, lui-là! » Oui, il est encore tout nu, lui-là. Avec ma fille, c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins fait parce qu'elle avait un instinct de propreté probablement moins fort, elle a toujours moins accroché à la chenille. Puis aussi, c'était mon deuxième enfant, je ne pouvais pas surveiller deux enfants, dont un tout nu, c'était too much, tandis que là, mon troisième, oui, je suis rendue à mon troisième enfant, les deux plus vieux vont à la garderie, j'ai juste le petit, fait que là, oui, je peux l'installer sur son piquet, m'installer à côté avec mon ordi, puis dès que je vois qu'il manifeste de l'inconfort, je le mets sur le pot, il fait son pipi, je le replace, on est capable d'avoir des beaux moments de symbiose aussi, là, comme ça. Mm-hmm. Tu me fais réaliser le rapport à la propreté, mais le rapport aussi à la nudité. C'est spécial que l'idée de voir un bébé tout nu nous fait réagir. Je pense que je repensais à qu'est-ce qui fait que j'ai considéré la chenille. Ben, en fait, je me rends compte que l'histoire commence plus tôt. L'anecdote, c'est ma sœur voyageait en Chine 2 fois, puis elle nous racontait justement des mamans qui faisaient faire leurs besoins à leurs enfants dans la rue, puis les bébés ils squattaient parfaitement, puis ils ont des petites trappes là, aux fesses, là, leur linge est fait comme ce qu'on voit juste dans des trucs folkloriques québécois, là, les pyjamas avec des petits boutons en arrière. Là. Quelque chose un peu comme ça. Ah, ben, je pense que c'est la petite trappe, mais je pense que ça doit être soit ouvert ou avec une trappe. Ben, les deux modèles. Puis elle disait ils font faire caca, mettons, dans la rue, puis ils ramassent le caca comme on fait pour un chien. Puis là, au début, j'étais comme, aïe, ça doit être saisissant de voir ça. Puis après, j'ai réalisé que, ben, en fait, qu'est-ce qui est bizarre ou anormal ou insensé dans la scène? C'est-tu faire ses besoins en squattant, qui est la position naturelle de l'humain depuis toute son histoire, ou c'est de vivre dans un milieu urbain de béton, où il n'y a plus de nature, puis on s'est surpeuplé, puis il y a plein de vidanges. Fait que je me disais, OK, on va essayer de changer la perspective sur ce qui est bizarre et inacceptable. Puis peut-être, moi, mon but, c'est d'aspirer à un environnement peut-être plus naturel, là, où on peut bouger plus librement. En tout cas, je pense que c'est vraiment ça, une couple d'années, qui a peut-être mis, comme tu dis, quand on voit ce qui se fait ailleurs, puis que ça nous sort de notre bulle, de pays industrialisés, là, on dirait qu'on voit des possibilités différentes. Fait que ça, c'est d'ailleurs des recherches que tu as fait sur l'histoire puis la dimension multiculturelle du HNI. Je ne sais pas si tu peux nous présenter, en fait, ce que tu découvres jusqu'à maintenant. Ouais, je découvre plein de choses super intéressantes. Là. Je suis en train de monter un atelier spécifiquement là-dessus pour les organismes qui seraient intéressés à ce que je vienne leur parler de ça. Mais ouais, tu as parlé au début là, de l'époque préhistorique, là, donc je suis tombée sur un livre d'histoire de ça. Puis forcément, les hommes préhistoriques, c'est ça qu'ils faisaient, là, puis ça parle aussi... C'est un livre juste sur l'hygiène?
Ancestrale? Oui, excuse-moi, j'aurais pu l'avoir avec moi. Ça s'appelle Infant Potty Training, tout simplement. OK. C'est un livre qui est discontinué. C'est une femme, je pense, des Pays-Bas, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis, c'est un livre, c'est super complet. Tu as comme le comment faire, mais aussi vraiment beaucoup d'études anthropologiques dans des cultures partout à travers le monde, où il est comme mentionné une sorte de présence d'Acheni. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, dans sa partie historique, elle va comme commencer avec l'âge de pierre, là, puis elle évoque le fait que à cette époque-là, les gens vivaient genre dans des grottes. Il n'y avait pas de. Il y avait pas de meubles, il n'y avait pas de tapis beige Ouais. comme ça. Puis, c'était des climats chauds, fait que les gens étaient à peu près nus. Puis en même temps, c'était une époque aussi, il y avait plus de danger autour, fait que les bébés étaient tout le temps avec les parents. Tu ne fais pas laisser ton bébé puis t'en aller. Fait que tous ces facteurs-là allaient vers le fait que le bébé était porté, il manifestait mieux son envie, tu lui faisais faire ses besoins un peu partout. Puis donc, il n'y avait pas vraiment de remplacement de couches, parce que c'est ça, comme tu as dit au début, une grosse question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'ils faisaient avant les couches, tu sais? Puis moi, une question aussi que je me posais, c'est mais comment ils font ailleurs? Tu sais, il y a plein de populations dans le monde, tu sais, qui n'ont pas les moyens de se payer des couches jetables, là. Même ici en Amérique du Nord, là, surtout aux États-Unis, là, le nombre de familles qui ont de la misère à s'acheter des couches, je pense que c'est genre 15%, là, c'est un chiffre énorme, là. Fait que, tu sais, d'imaginer des populations à travers le monde encore plus démunies, je trouvais ça fou. Puis je me disais, même chose, laver des couches, ça demande de l'eau, même si tu laves à la main. Il y a des populations à travers le monde qui ont quelques litres d'eau par jour pour boire, cuisiner, laver leurs trucs. Fait qu'ils ne peuvent pas se mettre à faire des lavages avec un extra rinçage, heavy duty, etc. Fait que je me disais, comment ils font? Est-ce qu'ils prennent comme des grandes feuilles de bananier ou quoi? Puis, donc, la fille explique dans son livre qu'il y a toutes sortes de protections naturelles, au sens de feuilles, lichens, mousses, etc., qui sont apparues, mais c'est vraiment quand les populations ont migré vers des lieux plus froids qui ont dû commencer à s'habiller, puis que là, tu ne peux pas avoir ton linge complet constamment avec des excréments dedans, tandis que quand tu es dans un climat plus chaud, tu n'as pas besoin d'habiller ton enfant vraiment, tu le portes. Si on pense à une maman africaine qui a son bébé en pagne, son bébé est probablement nu-fesse dans le pagne, puis j'ai des petites nouvelles pour vous, elle ne passe pas la journée à se faire pisser dessus, fort heureusement. L'enfant va vraiment plus gigoter, la mère va comprendre. En plus, les pagnes, c'est des porte-bébés qui sont faciles à enlever puis à remettre. Donc, pour les modes de vie traditionnels dans les pays chauds, c'est comme ça que ça se passe. Pour les modes de vie traditionnels dans des pays froids, ben, il y a les grands manteaux, par exemple, les populations du Nord ici, là, où le bébé peut être nu ou presque. Des fois, il y a justement du lichen qui va être utilisé en cas d'oubli. C'est aussi ça un peu le réflexe de la chenille, c'est de ne plus voir la couche comme l'outil suprême, mais plus comme une protection au cas où, en cas d'oubli, en cas où on n'y arrive pas à temps. Puis donc, c'est ça l'utilisation que ces populations-là font des protections qu'ils utilisent. Fait que la maman va comme virer son manteau, son amauti, elle va prendre son bébé, elle va comme s'accroupir avec le bébé tout en le gardant comme des gros manteaux, puis le remettre, puis le replacer, puis on continue comme ça. Fait que, je trouve ça As-tu vu des fascinant. vidéos de ça ou des photos? Non, j'ai vu des photos un peu, j'ai lu des articles là-dessus, mais non, j'ai jamais vu de vidéos. C'est sûr, ça serait très cool de voir des vidéos de ça. J'imagine, c'est ça il y a des sujets que c'est pas nécessairement ce qu'on va filmer ou photographier le plus spontanément, là. Moi, j'ai été surprise juste sur le sommeil, trouver des photos de sommeil ancestral. J'ai trouvé des descriptions anthropologiques de comment les gens dormaient avant. Puis c'est un sommeil très social, hein? C'est multigénérationnel. Il y a même des tribus. Ça varie énormément selon les endroits dans le monde. Beaucoup de gens, des fois, il y a des animaux. Et c'est vraiment plus chaotique que ce qu'on imagine là, à l'ère moderne. Mais trouver des gens endormis, il n'y a vraiment pas beaucoup d'images de ça. J'ai l'impression que c'est peut-être un moment où on se sent vulnérable. Fait que l'idée d'avoir du documentaire sur des gens qui éliminent, je peux comprendre que c'était pas les sujets qui avaient le prime time en recherche. Là. Mais c'est vrai qu'une fois que tu le vois, par exemple, moi, je trouve que ça marque l'imaginaire, tu sais,
de dire justement une photo de... Moi, c'est par le portage aussi, quand tu vois des mamans qui font du portage puis que le bébé est nu-fesse, tu dis, ben, c'est comme tu dis. Puis je pense que ça nous amène à l'idée, moi, qui a changé ma perspective à tout jamais. Puis je pense que c'est une des idées les plus précieuses, là, moi, c'est ça qui marque l'imaginaire, c'est l'instinct de propreté des bébés, en fait. Mm-hmm. Fait qu'est-ce qui fait qu'un bébé qui est porté, même s'il est tout nu en peau à peau sur sa mère, ne va pas faire ses besoins sur la personne qui le porte? Mm-hmm. J'aime mieux dire n'a pas tendance à, parce que sinon je reçois des courriels là, genre hey, là, comment ça je veux... C'est ça, ça peut arriver. Mais ouais, c'est que comme je disais au début, on est des mammifères, il ne faut pas l'oublier, puis ça ne veut pas dire qu'il faut licher nos enfants pour s'occuper d'eux comme les mammifères le font, mais qu'on a quand même certains réflexes qui viennent de là, puis donc tous les mammifères, surtout les espèces où les bébés sont portés. Donc, nous, les humains, on est des espèces de porteurs. On s'est fabriqué des porte-bébés pour s'aider là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de portage à bras. Là, les bébés sont faits pour être tenus. Puis donc, ça fait qu'ils n'ont pas le réflexe de souiller les gens qui s'occupent d'eux, ni eux-mêmes, parce que ce n'est pas hygiénique à long terme. Ce qui fait que quand un bébé est porté, non seulement il va avoir le réflexe de plus se retenir puis signaler, puis il va vraiment comme repousser le parent correctement. Là. Si vous avez déjà fait du portage, peut-être que ça vous est arrivé que votre bébé prenne ses deux jambes et comme vous pousse, ou souvent ils vont comme trouver le moyen de se cambrer vers l'arrière. Donc ça, souvent, c'est des signaux d'envie. C'est une manière de dire maman, j'ai envie de faire mes besoins, mais je ne veux pas les faire sur toi parce que je t'aime. Fait que là, on fait oh, c'est gentil. Mais ils vont aussi vraiment mieux se retenir. Donc, tantôt, comme je disais, quand ils sont nu-fesses, ils se retiennent un peu mieux parce qu'ils ont plus conscience. Quand ils sont portés, ils se retiennent mieux. Aussi, techniquement, les enfants n'ont pas tendance à faire les besoins quand ils sont dans leur bain. Je sais que des cacas dans le bain, ça arrive, ça m'est arrivé, mais c'est aussi l'explication que si les êtres humains avaient ce réflexe-là de faire leurs besoins dans leur source d'eau, ben, il y aurait des problèmes d'accès à l'eau potable, puis on n'aurait pas réussi à survivre tout ce temps-là si on n'était pas capable de préserver nos sources d'eau potable. Donc, normalement, les bébés vont plus avoir tendance à faire leurs besoins avant ou après le bain si on leur offre l'opportunité. Si on ne leur offre pas l'opportunité, ben c'est sûr que s'ils ont besoin quand ils sont dans leur bain, ils vont le faire. Mais donc, ça fait que ça aussi, si vous faites du portage, quand vous enlevez votre bébé, allez changer sa couche, mettez-le sur le pot. C'est une manière facile d'avoir des pipis sur une base régulière. Le soir, quand vous arrivez pour donner le bain à votre enfant, il est déjà tout nu, il est déjà dans la salle de bain. Mettez-le sur la toilette un peu pendant que l'eau coule. Ça aussi, c'est un vraiment bon moyen pour, comme, si les gens cherchent des trucs pour commencer de manière simple, facile, sans voir le bébé tout nu qui court partout. Ça, c'est vraiment des moments clés intéressants. Il y a... Puis l'anecdote typique, moi, il y a une anecdote de ma grand-mère qui elle a raconté toute notre vie. C'est qu'elle a changé la couche à mon frère, puis qu'il a fait pipi dans... Il jasait, puis elle babillait, puis il a fait pipi dans la bouche. Puis nous, quand on était enfants, ça nous faisait tellement rire, là. Mais c'est ça que... En fait, quand je t'ai raconté cette anecdote-là, tu as fait, ben en fait, c'est la démonstration que l'enfant ne souhaite pas faire pipi dans sa couche, il attend. Puis je pense que... Tu as reçu plus de témoignages que moi là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même vraiment fréquent. Ah ouais, à chaque fois que je donne un cours, il y a quelqu'un, souvent un papa, qui va dire que, mais oui, il fait ça, que quand j'explique, les bébés ont un instinct de propreté, c'est pas juste qu'ils aiment pas être souillés, puis qu'une fois qu'ils sont mouillés, ils pleurent, ils demandent à être changés. Souvent, les bébés vont manifester leur envie avant même de faire leur pipi ou leur caca dans leur couche. Mais si, en tant que parent, c'est pas quelque chose qu'on sait, qu'on cherche, qu'on attend comme signal, ben, on va peut-être essayer de répondre aux pleurs en donnant du lait, en berçant, toutes sortes de manières. Puis le bébé a le temps de faire ses besoins. Puis quand on arrive pour changer la couche, on fait « Ah! » Ben, il y avait besoin d'être changé. Mais non, il n'y avait pas besoin d'être changé. Il y avait besoin de faire ses besoins au début. Ou, des fois, si les parents sont un peu plus rapides ou l'enfant se retient un peu plus, tu ouvres la couche, elle est mouillée, tu te dis, ben voyons, pourquoi il pleurait comme ça? Puis là, paf, il fait un pipi sur la table à manger. c'est tellement commun. Puis quand on y pense, c'est tellement simple. Il suffit d'être un peu plus rapide. Puis avec l'habitude, ça va se placer. Tu enlèves la couche, tu places ton bébé sur le pot, il fait son pipi ou son caca à ce moment-là. Là. Moi, c'est rendu mon petit garçon maintenant, il y a 5 mois.
Puis au début, tu sais, on a commencé mollo, là. Je veux pas que les gens s'imaginent que je suis comme la superwoman à chenille, là, tu sais. Au début, on a pris ça vraiment relax, mais tu sais, quand j'ai fini mon 4e trimestre, que j'ai eu plus d'énergie, je me suis dit, OK, là, je vais le faire un peu plus de manière régulière. Puis après son boire, je change la couche. Puis, tu sais, il ne le fait pas instantanément dès que j'ouvre la couche, là. Tu sais, j'ai le temps d'ouvrir la couche, de l'essuyer une première fois, de prendre mon pot, de le placer. Puis là, il le fait. Tu sais, fait que les bébés s'habituent aussi à ça. Puis quand on leur offre l'opportunité, ils vont préférer faire leurs besoins là. Parce que si je comprends, quand on parle de communication, c'est ça, c'est à deux sens, en fait. Si je comprends bien, parce qu'après avoir découvert ça, j'ai lu un des livres, j'imagine qu'il n'y en a pas tant que ça, fait que j'imagine que tu le connais. Je le connais, mais je ne l'ai jamais lu. OK. Bien, il date quand même beaucoup. Puis, il est quand même un peu redondant, mais en même temps, c'est une bonne introduction à une époque où elle devait être peut-être seule à parler de ça. Là, fait que c'était quand même bien. Puis, ce que j'avais aimé, c'est qu'elle dit, c'est un peu comme toi, en fait. C'est pas juste une technique d'hygiène, c'est de repenser la relation parent-enfant. Puis, la communication peut être bidirectionnelle, dans le sens où au début, j'ai l'impression que c'est une phase d'écoute où l'enfant te témoigne de ses besoins, mais après, il y a une espèce de coordination où tu peux aussi, par les routines, ça rythme aussi l'enfant, j'ai l'impression. Comme d'installer certaines routines, puis là, l'enfant, ça devient un cue pour faire ses besoins. Est-ce que toi, tu as observé ça? As-tu des cues, des sons que tu fais, puis ça rythme l'enfant? Oui, exactement. Ben, quand les gens demandent comme Ah, mais là, comment je sais quand est-ce qu'il faut que j'amène mon enfant au pot? Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la chenille, puis là, au début, ils sont comme un peu enthousiastes, mais peut-être un petit peu perdus, là, comme ben là, je la mets sur le pot quand, genre à chaque demi-heure. Puis là, je suis comme non, faut pas mettre un timer puis le faire comme n'importe quand parce que l'enfant risque de ne pas avoir envie, pas trop comprendre. Fait qu'il y a des visites au pot qui sont vraiment initiées par l'enfant parce qu'il signale son envie, puis on apprend à décoder les signaux de notre enfant. Tout comme on est capable, quand on sort de l'hôpital ou de la maison de naissance, on se fait dire, ben là, quand il a faim, quand il est fatigué, on sait que les enfants envoient des signaux de fatigue, des signaux de faim. Et là, maintenant, il faut juste rajouter des signaux d'envie. Oui, ça existe. Oui, l'enfant va en faire. Fait qu'il faut faut être attentif. Mais il y a aussi toutes sortes de visites au pot qui peuvent être initiées par le parent. Donc, des fois, on dit, la chenille, c'est une méthode menée par l'enfant, là, comme la DME, là, diversification alimentaire menée par l'enfant. La chenille, c'est menée par l'enfant. Mais un peu comme la DME, là, c'est mené par l'enfant, mais forcément, c'est le parent qui met la nourriture sur la table. Donc, il y a aussi des moments où c'est le parent qui offre. Puis, à ce moment-là, c'est l'enfant qui va faire ses besoins ou pas, manifester son envie ou pas. Puis donc, dans tous les cas, il y a comme un petit peu, c'est ça, là, une petite communication qui s'installe. Là. Quand l'enfant est tout petit, c'est non-verbal, c'est vraiment plus physique. Mais quand l'enfant vieillit, commence à acquérir le langage ou commence à marcher, ça devient plus clair. Ou le langage des signes aussi. Il y a des gens qui utilisent ça pour leur pratique de la chenille. Puis donc, fait que des fois, c'est plus le parent, soit par son intuition, sa routine ou par connaissance du rythme de l'enfant qui va l'amener au pot. Des fois, c'est l'enfant qui va manifester son envie par des signaux. Puis à partir du moment où il marche, il peut y aller lui-même. Ça doit être assez magique comme moment. Oui, bien, c'est pas parce qu'il marche que ça va se faire magiquement, mais c'est sûr que c'est plus, à partir de ce moment-là, c'est plus progressif. Puis, c'est ça, j'avais déjà vu un graphique que c'était comme, selon l'éducation à la propreté, le temps où les fois où l'enfant va au pot, puis tu as comme rien pendant 3 ans, puis là, paf, tu t'attends qu'en 3 jours, ton enfant se mette à l'utiliser tout le temps. Tandis qu'avec la chenille, c'est pas une ligne, une belle ligne droite. Il y a des périodes où ça va mieux, puis des régressions, puis tout ça, mais il reste que c'est plus progressif. Tu apprends à ton enfant à utiliser le pot. Quand il est capable de baisser ses pantalons, il baisse ses pantalons lui-même. Quand il est capable de flusher lui-même, il flush lui-même. Fait que c'est beaucoup plus progressif. Puis même quand l'enfant commence à marcher, peut-être autour d'1 an, un petit peu plus, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis, tu peux passer aux culottes. Si on regarde la pédagogie Montessori, c'est pas toutes les écoles qui l'appliquent, mais à la base, elle recommandait l'apprentissage de la propreté entre 12 et 18 mois, de vraiment abandonner les couches, switcher, focusser sur l'autonomie de l'enfant, le laisser faire tout ce qu'il est capable de faire
le laisser faire, puis tu sais, le soutenir là-dedans. Donc, même quelqu'un, tu sais, souvent, on a l'impression que si on veut faire la chenille, il faut commencer genre à 2 semaines de vie, sinon c'est foutu. Non, pas du tout. Tu sais, il y a toutes sortes de manières d'adapter la méthode, puis toutes sortes de périodes clés où on peut commencer, tu sais, commencer dès la naissance ou dès comme 2, 3 mois. Tu sais, ça peut être super bien, mais tu sais, à 6 mois, quand l'enfant commence les solides, son transit change, c'est plus régulier. Ça aussi, c'est un bon moment, tu sais, quand il tient assis ou encore quand l'enfant commence à marcher, on enlève les couches, on remplace par des culottes, on focus sur l'autonomie. Tu sais, il y a toutes sortes de moments qui peuvent être vraiment opportuns pour commencer la chenille et passer les premières semaines de vie, là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ton message d'accessibilité, c'est ça, c'est de dire il n'y a pas un moment charnière où tu as manqué l'opportunité, puis il est trop tard, Non, puis tu es non, obligé de vraiment suivre le pas. modèle classique. Parce que je ne me suis pas informée, en fait, du côté du modèle classique, mais c'est comme tu dis, normalement, tu disais tantôt, c'est 3 ans environ ce qui est considéré comme le passage, les milestones, là, je ne sais pas en français, là, c'est de manière conventionnelle, le milestone habituel, c'est vers 3 ans que l'éducation à la pauvreté peut commencer. Pas tout à fait. Ben, il y a vraiment beaucoup d'informations contradictoires là, dans le milieu tu sais, médical, éducationnel, officiel. Là. Fait que tu as des gens qui vont dire pas avant 18 mois, des gens qui vont dire pas avant 2 ans. Beaucoup de gens vont dire Garderie, tu sais, en hein? garderie, mettons, tu parlais, Ah, mettons, Montessori, elle encourageait de commencer entre 12 et 18, ce qui, tu avais l'air de dire, ça sous-entend que c'est plus tôt que ce qui est fait en ce moment. Fait que d'habitude, c'est ça. ouais. Ah ouais, en ce moment au Québec, c'est vraiment dur de trouver une garderie qui va te soutenir si tu commences avant 18 mois. OK. Il y a toutes sortes d'explications, tu sais, des fois c'est comme une question des locaux, ils n'ont pas accès à un évier, tu sais, comment gérer le petit pot, tu sais, tu peux pas Mm-hmm. abandonner tous tes enfants le temps d'aller gérer un pipi. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'explications très pratico-pratiques, mais il y Mm-hmm. a aussi beaucoup que tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de manuels qui vont dire ben, tu sais, la propreté pour les enfants, c'est 2 à 4 ans le jour, puis 3 à 5 ans la nuit. Puis là, tu es comme genre, oh my God, tu sais, les enfants, il faut qu'ils rentrent à l'école, là, à un moment donné, là, en maternelle, tu peux plus avoir de couches, là. Puis, Mm-hmm. je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais je disais qu'aux États-Unis, ça commence à devenir un problème, là, que l'école commence plus tôt, mais que, tu sais, à l'école, les Mm-hmm. professeurs, ils ne sont pas censés changer des couches, là, tu sais, ils n'ont pas comme, tu sais, le matériel, les ratios, aussi comme, tu sais, légalement, il y a toutes sortes d'enjeux, là, tu ne peux plus changer Mm-hmm. des couches pour toujours. Fait que moi, ça me fait tu sais, ça me fait un peu sourciller qu'on dise ça. Alors, puis souvent, on dit comme les enfants ne sont pas capables avant. Moi, tu sais, qu'un parent veuille décider de procéder de telle manière-là parce qu'il se sent confortable avec ça, parce qu'il sent que c'est la bonne décision pour son enfant, je respecte ça puis je les encourage. Mais moi, ce qui me fait sourciller, c'est quand on voit tu sais, des physiothérapeutes ou des psychomotriciens ou des trucs comme ça qui disent comme non, non, les enfants ne sont pas capables avant, ils n'ont pas de contrôle de leur sphincter parce que telle étude de 1960 qui est encore citée l'a dit, puis sur son échantillon de 30 enfants du Kansas, elle a décidé que c'était ça. Puis là, tu es là comme non, mais regardez le reste du monde. Là. Comment pouvez-vous dire qu'ils ne sont pas capables alors que, tu sais, tous les parents qui font la Mm-hmm. chenille disent ben non, mais ils sont capables. Tu sais, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est nuisible? Ça, c'est c'est une autre question. Puis, tu sais, puis j'ai une réponse à ça aussi. Mais de dire qu'ils ne sont pas capables, moi, ça, ça m'insulte. Ça m'insulte au final, là, parce que je sais qu'ils sont capables. Moi, c'est ce que je réalise dans le monde du mouvement. C'est cette idée-là qu'on n'a pas les capacités de faire X, Y, Z. Je réalise en fait que la phrase, c'est on n'a plus les capacités nécessairement, ou ça nous semble plus naturel dans le contexte qu'on se trouve en ce moment. Comme, tu sais, ça a l'air anodin, mais tout au quotidien peut être questionné, là, puis dire comment on faisait avant. Fait que l'oreiller, tu sais, l'idée que non, on ne peut pas dormir sans oreiller. Puis les seuls trucs que je trouve sur l'oreiller en ligne, c'est des compagnies d'oreillers ou des chiros qui disent tu as besoin d'un oreiller pour supporter ton cou. Puis ça s'arrête là. Mais je suis comme, est-ce que le cou est un truc fragile? On n'est pas né dans la nature avec, tu sais, on n'est pas avec un voici ton petit kit, tu as besoin d'un oreiller, puis notre cou, as-tu évolué? Fait que là, c'est là que ça devient complexe, c'est de dire, ben avant, ben, l'oreiller, il y en avait un, puis ça pouvait être notre bras. Tu sais, mais là, physiquement, on n'est peut-être plus flexible assez pour mettre notre bras. Fait que là, ça a l'air anodin, mais je réalise qu'il y a beaucoup de perceptions comme ça sur certains de nos mouvements qu'on se dit « Oh non, on ne peut pas le faire, c'est impossible. Tu sais, ça ne marche pas comme ça, ou c'est dangereux, ou c'est ça. » Puis là, tu te dis « Ben, il fallait qu'on puisse le faire. » tu sais. Puis
c'est là qu'on rentre dans les détails des études qui s'avaient appuyées. C'était qui l'échantillon? C'était-tu juste des Occidentaux industrialisés? Ça, c'est un gros problème qui se rencontre dans les sciences sociales, dans les sciences naturelles. Beaucoup en psychologie, en anthropologie. En médecine. En médecine. Tu sais, les chartes de grandeur des bébés, là ils ont été révisés, puis tu sais, l'OMS en a sorti des nouvelles au début des années 2000, mais tu sais, avant, l'échantillon pour les chartes de grandeur utilisées partout dans le monde pour dire si ton bébé grandissait assez ou pas, c'était des échantillons de bébés blancs quelque part aux États-Unis nourris à la formule. Alors qu'on sait que, tu sais, les grandeurs moyennes, ça varie d'une culture à l'autre. Un bébé allaité ne grandit pas de la même manière qu'un bébé nourri à la formule. Puis là, tu te dis genre, wow, tu sais, il faut être vraiment capable de questionner ces outils-là qu'on nous donne. Tu sais, qu'est-ce que ça fait si mon enfant grandit un petit peu moins là, que, tu sais, la charte normale, là, c'est quoi grandir normalement? C'est vraiment spécial. C'est fou, hein, quand on essaie de réfléchir aux pratiques comme ancestrales, on arrive inévitablement à devoir adresser la question de qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est la norme? Puis comme c'est ça, beaucoup d'études, la norme, ça devient... En psychologie, je pense que le terme, je ne sais pas si tu es tombé là-dessus aussi, les Weird Societies. Non, c'est quoi? C'est un acronyme qui a été mis... c'est rare, hein, que les scientifiques essaient d'être sexy dans leur communication, mais c'est un acronyme qui a vraiment tenu, c'est les Western Educated, Industrialized, Rich Democratic Countries. Genre. Puis je pense qu'initialement, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ça vaut la peine de regarder ça. Initialement, je pense que ça venait du monde de la psychologie, puis ils se rendaient compte que les échantillons sur ce qu'on considérait comme le développement normal d'un cerveau, c'était tout basé sur des Weird Societies. Puis en fait, de ce que je comprends, ça l'a vraiment pogné le terme, puis ça l'a été repris. Puis là, c'est comme s'il y a beaucoup d'autres domaines aussi qui se rendent compte de ça en ce moment, autant de la médecine, comme tu disais, puis l'anthropologie, un peu cette mission-là, c'est très interculturel. Puis c'est rafraîchissant de voir ça, parce que si on se comporte toujours à la norme pour évaluer une performance X, Y, Z, mais que la norme est finalement arbitraire ou incomplète, bien, ça déforme notre perception de la réalité puis de ce qu'on pense qu'on peut faire au quotidien. Tu sais. Moi, c'est... Fait que dans tes recherches sur justement le HNI, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui existe en ce moment pour appuyer ou invalider ça? J'ai l'impression qu'il ne doit pas avoir beaucoup de matériel non plus. Il y a des études quand même qui sont faites. En fait, il y a comme... Tu mets bien la table pour parler de ça, là, parce qu'en fait, ce que j'observe beaucoup, personnellement, je n'ai pas lu beaucoup d'études médicales, sont souvent en anglais, puis c'est un petit peu compliqué des études médicales. Je suis formée en sciences politiques, je ne suis pas formée en médecine. Mais ce que je constate, parce qu'il y a quand même, il faut le dire aussi, là, qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la chenille, qui sont des infirmières, des psychomotriciennes, des psychologues, psychothérapeutes. Fait que c'est pas juste une gang de weirdos. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des gens qui sont aussi formés et spécialisés dans le domaine, puis qui ont leur bagage de connaissances, puis qui trouvent que la chenille, ça a bien du sens, puis que c'est en cohérence avec tout ça. Mais c'est ça, on voit vraiment comme un genre de choc des connaissances, là, vraiment qui va se baser sur des méthodologies vraiment différentes. Fait qu'il y a effectivement beaucoup d'études médicales qui disent non, avant 3 ans, c'est nuisible, c'est pas bon, blablabla. Bla, bla. Puis toutes les études anthropologiques, ethnologiques qui disent genre, hey, checkez ailleurs, c'est comme ça que ça se fait, puis ça marche. Puis, ben, tu sais, de fait, là, comme est-ce que les populations asiatiques ont des problèmes massifs d'incontinence? C'est parce que c'est souvent ça, on dit si tu fais l'éducation à la propreté trop tôt, ton enfant va être incontinent, tu vas avoir des backlash, etc. Puis là, tu te dis, genre, ben, dans les pays où ils font ça, est-ce que c'est le cas? Puis, ben, ça n'a pas l'air d'être particulièrement le cas. Fait que on peut remettre en question ces études-là. Mais aussi, un problème, puis je pensais à ça ce matin, c'est qu'il y a une certaine confusion entre la chenille, puis l'éducation à la propreté précoce, avec des méthodes coercitives comme il se faisait à une certaine époque. Fait que c'est sûr que si tu utilises des études où les gens ont comme forcé des enfants de moins de 18 mois à devenir propres un peu contre leur gré avec des méthodes pas adaptées à l'enfant, puis tu dis, ah ben donc la chenille, c'est mauvais, ben c'est que c'est pas ça qu'on essaye de faire. Fait que...
Fait que c'est un peu ça aussi. Mais tu sais, récemment, je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'études chinoises, puis là, je lis pas le chinois, euh, sur la chenille, parce que tu sais, là-bas aussi, c'est vraiment plus commun, puis qui arrivait à des résultats, tu sais, que c'était possible, c'était faisable, il n'y avait pas de backlash, puis que c'était bien correct, tu sais. Fait que je- je- moi, les sources que j'ai, c'est plus des gens dans le milieu de la chenille, mais tu sais, il y a, tu sais, c'est quand même soutenu par des études, mais aussi par toute la tradition, puis par ce qui se fait ailleurs. Mhm. Puis, tu sais, par rapport à ce que je disais plutôt que comme c'est ça qui se faisait avant, tu sais, puis que les enfants sont capables. Mais en même temps, je comprends que, tu sais, quelqu'un qui me dirait comme, mais c'est pas parce qu'on faisait ça avant que, tu sais, c'était mieux, tu sais, parce que si tu Ouais. regardes, effectivement, le début du 20e siècle, là, ce qui se faisait en périnatalité puis en éducation des enfants, tu sais, ils se mettaient à donner des purées à 1 mois, tu sais, oui, les enfants étaient capables de les avaler. Est-ce que c'était vraiment bon pour leur estomac? Non. Ils laissaient les bébés pleurer des heures et finissaient par s'endormir. Ils étaient capables. Est-ce que c'était vraiment bon? Non. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement parce que c'était fait à une certaine époque que c'était mieux, que c'était bon pour l'enfant. Mais là, dans le cas qui nous intéresse, le point, c'est plus les enfants sont capables. Puis c'est pas juste que ça se faisait à une certaine époque un peu sombre de la périnatalité puis de l'éducation des enfants, mais que c'est ça qui se fait depuis toujours, puis c'est ça qui se fait ailleurs dans le monde, puis que dans le cas qui nous intéresse, c'est une approche vraiment bienveillante envers l'enfant. C'est pas une méthode Mhm. coercitive. Oui, c'est vrai l'idée aussi de quand on commence à s'intéresser à la perspective comme préhistorique, inévitablement dans les trucs que je lis, une réplique, ça va être ah, mais là, on ne va pas recommencer à vivre comme des hommes tu sais, en pagne dans la nature, puis leur vie était sûrement misérable. Tu sais. Puis là, tu es comme OK, bon ben, c'est ça, le avant, c'est quoi? C'est super ce que tu amènes. Tu sais, le avant, c'est quoi? Puis moi, C'est quand? Ouais. c'est quand le avant? C'est-tu l'ère industrielle? Puis comparé à au sommet de l'ère industrielle, notre vie aujourd'hui a l'air magnifique. Puis souvent, le avant, c'est ça. C'est-à-dire, les gens étaient malades, les villes étaient surpeuplées, sales, la Toutes les femmes technologie mouraient en a trouvé, couche. toutes les femmes mouraient en C'est- couche. Exactement. Puis là, quand tu recules un peu plus, là, tu te rends compte que moi, j'ai lu un livre qui a changé aussi ma perspective cet été, qui est l'histoire du corps humain par un paléoanthropologue, Daniel Lieberman. Puis lui, il étudie le développement du corps humain, puis il dit, bien, avant, là, il y a 10 000 ans, la sédentarisation de l'humanité, là, c'est pas beaucoup de temps. On a le même corps que l'Homo sapiens de là, 250 000 ans. Tu sais, fait que pour 10 000 ans de la perspective d'un paléoanthropologue, c'est rien. Genre, puis moi, c'est ça qui a changé ma perspective. Puis là, maintenant, j'ai comme je vais faire un post là-dessus, mais moi, ce qui m'aide maintenant à visualiser, c'est ma règle des Spice Girls. J'ai une règle des Spice Girls depuis que je suis jeune. Je m'en gardais pour mon bricolage. Fait que là, je me suis dit, OK, l'Homo sapiens, c'est entre 200 et 300 000 ans, ce que je ne savais même pas avant. Fait que là, 30 cm, c'est 300 mm. Fait que si c'est 300 000 ans, chaque millimètre, c'est 1000 ans de notre histoire. Mm. Fait que, tu sais, pendant 1 cm, on était sédentaire, puis pendant 29 cm, pendant 290 000 ans, on était des chasseurs-cueilleurs. Puis là, depuis que j'ai vu ça, puis que les gens disent, ouais, mais avant, c'était genre, justement, on s'est amélioré là, depuis 200 ans, tu sais. C'est comme, ben, on a le même corps, puis notre corps a évolué. Tu sais, tu parlais du portage tantôt. Faut que je fouille, mais il me semble que j'ai trouvé une étude qui expliquait que notre physionomie a co-évolué avec l'enfant dans le portage. C'est une pratique comme tellement courante. Comme tu dis, on n'est pas une espèce qui dépose nos bébés, comme certaines espèces animales, puis qu'on va aller, mettons, chercher de la bouffe et la ramener. On garde nos bébés proches de nous, mais ça a influencé notre physionomie. Il faut que je fasse plus de recherches, mais fait que c'est de dire, OK, comme tu dis, c'est pas une période sombre et, et genre momentanée, c'est toute notre histoire, notre corps s'est développé comme ça. On squattait pour aller aux toilettes dans la nature. En tout cas, mais je m'en porte parce que ça me passionne maintenant que je vois l'histoire, si on replace l'histoire de l'humanité, on dirait que la vie moderne nous semble étrange. Je ne sais pas, mais en tout cas. Puis quelque chose aussi qui a vraiment beaucoup changé, tu sais, tu parles de l'industrialisation, mais comme quand on s'intéresse aux pratiques pour élever les... Bien, sûrement quand on s'intéresse à tout aussi, quelque chose qui est venu avec l'industrialisation, c'est l'individualisation de nos existences. Tu sais, avant, on vivait plus en communauté, puis pour la chenille, ça avait tellement... Tu sais, ça changeait tout parce que tu sais, les femmes s'occupaient des enfants ensemble,
Puis comme c'était la norme, tu sais, si tu avais un enfant à côté de toi qui avait envie de faire pipi, tu sais, tu le prenais, tu l'aidais, tu sais, ça se faisait. Tandis que là, tu sais, on est tout seul chez nous, tu sais, encore plus en pandémie, avec notre bébé, tu sais, si on a à peine tu sais, on est à peine capable d'avoir de l'aide. Fait que, tu sais, d'essayer de faire des choses comme ça apparaît encore plus une montagne, tu sais, que pas dans, tu sais, c'est pas dans nos normes, c'est pas dans notre culture, puis qu'on n'a personne autour de nous pour nous aider à faire tout ça. Tu sais, juste par rapport au portage aussi, tu sais, au Canada, il y a comme des recommandations de portage. Recommandations fort bien pour la sécurité du bébé, mais tu sais, par exemple, pour le portage au dos, tu sais, c'est pas recommandé avant 6 mois. Alors que, tu Ah, je sais, savais pas. oui, c'est ça. Mais tu sais, tu vois, à travers le monde, tu sais, les bébés africains, ils sont portés en pagne au dos dès 1 mois. Mais tu sais, ce qu'une éducatrice de portage expliquait, c'est que, tu sais, là-bas, tout le monde fait ça. Puis, tu sais, en Afrique, si ton bébé, il a la tête un peu par en arrière, ben quelqu'un dans la rue va prendre ton bébé, y replacer la tête. Puis, tu sais, et premièrement, parce que tout le monde sait comment faire ça, parce que tout le monde le fait. Puis aussi, parce que tu n'as pas de problème à ce que quelqu'un s'approche puis replace ton bébé. Tandis que ici, tu sais, si dans la rue, quelqu'un s'approche pour toucher mon bébé, tu sais, je vais y taper la main, là, tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais? Fait que ça, tu sais, ça influence tellement le fait qu'on ne vive plus autant en communauté, en société. Puis ça, en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me manque, là. Puis je pense que la plupart des mères, en ce moment, là, on est un petit peu en train de péter aux frettes, là, par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il va avoir un retour au multigénérationnel. Et il faut. Je ne sais pas si toi, tu le ressens ou si autour de toi, mais on a grandi avec nos grands-parents en face de chez nous, mais on avait chacun nos maisons, puis tout. Puis, quand j'entendais, j'avais des amis, mettons, je jouais à Balma, puis j'avais des amis latinos qui, eux, vivaient avec leur grand-mère, puis les enfants dormaient avec les mamans, puis ils étaient quand même assez vieux. Puis j'étais comme, ah, c'est étrange. Ou même ma grand-mère est italienne, puis l'idée que dans des familles italiennes ou des fois la culture arabe aussi, les enfants restent plus tard, j'étais comme, ah, c'est bizarre. Mais d'un point de vue individualiste, de dire, ben non, à 18 ans, il faut que tu aies un appart, puis que tu sois autonome, tu sais. Puis là, maintenant, mon rêve, en fait, c'est d'avoir une maison multigénérationnelle, puis de dire, je la veux, ma famille proche proche de moi. Ouais. L'expérience d'élever un enfant est plus la même à ce moment-là. Mais c'est vrai, hein, on dirait que le parler d'Acheni, ça fait émerger que c'est pas juste notre rapport à la couche qu'il faut questionner, c'est le système, le style de vie entier dans lequel on est, comme tu dis, qui rend ça complexe. T'sais. Puis avant, je ne sais pas si j'ai lu aussi que dans certaines communautés, carrément, l'enfant peut être allaité par d'autres mamans. Même ça, lire ça, t'es comme « What? » C'est weird, mais comme quand tu passes ta vie avec le même groupe de personnes, puis tu as une tribu de moins de 100 personnes, puis que tu connais tout le monde, puis tu vas toujours les connaître, puis que c'est eux qui t'ont amené de la nourriture, puis l'autre a construit ta maison, puis on dirait qu'on oublie que c'était ça la vie avant, tu sais, mais... Ah là là! On pense à... C'est comme le rêve là, de se dire, OK, on ne veut pas aller s'isoler en nature, mais un terrain multigénérationnel, là, ça nous chicote. On ne sait pas dans quelle échéance. Toi, est-ce que tu te vois vivre parce que tu as vécu à Chicago aussi? Fait que toi, ton HTMI, tu l'as vécu en pleine ville, avec les contraintes de la ville. Oui, ça venait avec son lot de défis. En fait, je me rends compte qu'à Chicago, on a eu beaucoup de chance parce que le quartier où on habitait, c'était un quartier étudiant autour de l'Université de Chicago. Puis, il y avait vraiment une belle communauté. Puis ça, tu sais, je ne l'ai pas vécu comme les gens qui habitent en tribu, mais tu sais, c'était un petit quartier, il y avait beaucoup de parcs. On était dans une genre de coopérative préscolaire, genre 10 familles qui se mettent ensemble, puis on s'alternait pour s'occuper des enfants. Puis, il y avait comme 2 centres de jeux intérieurs où, on se rassemblait, puis, les enfants jouaient ensemble. Puis, c'était des gens de qui j'étais assez proche pour que, si leur enfant fait quelque chose, je leur disais, hey, non, fais pas ça. Ou, il y avait comme un peu ce genre d'échange-là, là, qu'on est plus ou moins à l'aise de faire parce que, on veut comme respecter l'autorité parentale de chacun, puis tout ça. Mais, quand tu acquiers une certaine proximité avec d'autres parents, tu partages. J'avais une amie qui disait qu'on fait du co-parenting ensemble. On s'échangeait beaucoup nos enfants pour se laisser du temps libre l'une et l'autre. Fait que, ça, c'est des trucs que j'ai vraiment appréciés puis que dans les prochaines années, j'aimerais vraiment trouver des manières d'implanter ici là, parce que ça m'a fait beaucoup de bien en tant que mère puis aussi à mes enfants d'avoir cette socialisation-là. Mais pour revenir sur comme les défis de la chenille en ville, c'est quelque chose que j'aime beaucoup raconter. Là. Donc, mon premier, il est né à Gatineau. À Gatineau, on avait un petit appart, mais on avait quand même une laveuse et sécheuse comme c'est courant, là, je pense, au Québec. Par contre, à Chicago, avoir une laveuse sécheuse dans ton appart,
c'est vraiment pas courant. Donc, quand on est déménagé là-bas, le mieux qu'on a trouvé, c'est une laveuse sécheuse payante dans le sous-sol de notre immeuble. Puis, il fallait passer par l'extérieur. C'était couvert, là, mais il fallait quand même passer par l'extérieur. Fait que c'est sûr qu'on est arrivé là-bas, on s'est dit, hey boy, les couches lavables, je ne sais pas si on va avoir la persévérance de faire ça. Quand tu es tout seul avec un bébé de 9 mois, prendre ta poche de couche puis descendre en bas, traîner ton bébé, essayer de faire ça. En plus, de payer à chaque fois pour tes lavages. Comme je vous avais dit, moi, il y avait quand même un incitatif financier derrière les couches lavables. Fait que là, comme tu perds un petit peu ton incitatif financier. Sauf que, c'est ça, mon premier fils, on a commencé la chenille à 3 mois avec lui, puis lui, il a vraiment accroché là-dessus. Fait qu'à partir de 4 mois, il ne faisait plus caca dans ses couches du tout. Fait que pour les gens qui utilisent des couches lavables, normalement, c'est recommandé de faire soit un double lavage à l'eau chaude ou de rajouter des rinçages supplémentaires. Mais là, vu que c'était juste du pipi, ben, je faisais un lavage simple. Puis, avec le même nombre de couches, alors qu'au début, je les lavais à chaque 2-3 jours. Avec la chenille, le fait qu'on utilisait moins de couches, qu'il restait au sec plus longtemps, qu'il faisait pipi puis caca dans le pot, avec le même nombre de couches. Donc, je pouvais laver aux 5 à 7 jours, donc à peu près une fois semaine. Fait que, là, c'était vraiment plus, c'était envisageable de garder les couches lavables. La chenille a vraiment supporté ma pratique des couches lavables, sinon parce que j'aurais probablement abandonné puis juste acheté des couches parce que c'était plus simple, là, parce que ça en est vraiment complexe. Là. Puis, ça doit être... Cette première expérience-là positive a dû comme t'énergiser pour la suite parce que de ce que je comprends, ta fille, ça n'a pas été la même réponse. Fait que si ça avait été inversé, tu n'aurais pas eu, peut-être la même sensation. Fait que j'imagine que ça donnait un grand sentiment de succès et d'espoir. Fait qu'avec ta fille, tu disais que ça a été plus long, en fait. Ça a pris plus de temps ou c'était inconstant? Peut-être le fait que c'était la deuxième puis que j'avais moins comme toute mon attention à lui donner. Là. Donc, parce qu'il y a aussi ça beaucoup que les parents disent, là, genre, ah, mais là, je ne peux pas passer tout mon temps à observer mon enfant. Puis non, moi non plus, je ne peux pas passer tout mon temps à observer mon enfant. C'est aussi le succès que j'ai, le succès, là, je vais le mettre en guillemets, là, parce que ce n'est pas un concours. Là. Mais le fait que la chenille ait aussi bien marché avec mon fils, c'est ça qui a fait que j'en ai parlé autour de moi, puis les gens disent, hein, tu sais, c'est quoi ça, on veut en savoir plus, puis qui a fait que j'ai parti ma page Facebook, je suis allée chercher une formation, j'ai parti mon site web, j'ai commencé à donner des cours, tu sais, c'est ça qui m'a donné envie d'en parler autant autour de moi. Tandis que ma fille, ben, tu sais, oui, il y a des périodes où ça allait mieux, tu sais, quand elle était plus petite, je la laissais nu-fesse à la maison avec moi, je la mettais sur le pot. Quand elle a commencé les solides, je pensais que ça débloquerait peut-être, mais je me suis rendu compte que fallait que je sois vraiment vite sur la gâchette parce que sinon, tu sais, elle faisait. Puis, de fait, on ne veut pas qu'un enfant se retienne au-delà de ses capacités, mais je vous rassure, mon expérience, c'est qu'un enfant ne se retient pas au-delà de ses capacités. Il se retient à l'intérieur de ses capacités. Fait qu'avec ma fille, il faut croire qu'elle était moins motivée ou quoi. Fait puis aussi, tandis que mon fils a commencé la garderie quand il avait 3 ans, ben ma fille, quand elle avait 15 mois à peu près, elle a commencé la garderie. Fait que, quand on a déménagé au cours de cet été-là, ça a juste été une pente déclinante, descendante. Fait que quand elle est rentrée à la garderie, je ne voulais pas comme en parler à la garderie puis essayer de, parce que moi-même à la maison, je n'avais plus vraiment de succès. Fait que ça a été différent. Mais ça ne m'a pas empêché pendant la semaine de relâche, quand elle a eu 20 mois, on a fait de l'éducation à la propreté, puis ça aussi, j'ai failli abandonner parce que ça n'avait pas l'air gagné au début, mais finalement, maintenant, elle est propre, je suis vraiment contente de ne pas avoir 2 enfants aux couches parce que ça aussi, c'est quand même un défi là, pour la charge de travail que ça représente quand tu as des couches lavables ou pour la charge environnementale que ça représente quand tu utilises des couches jetables. Fait que, je suis vraiment contente, là, elle n'a même pas encore 2 ans, puis elle est propre de jour, de nuit, puis ça va super bien. Là. Fait que, quand les gens me disent que les enfants ne sont pas capables ou qu'on les force ou quoi, ben, non, moi, ce n'est pas mon expérience. Je lui ai proposé, puis maintenant, elle vient me voir, elle me dit pipi, puis elle a bien appris. Là. Fait que... Je pense que le message, ce qu'on ressent pour nous, parce qu'on essaie toutes sortes d'affaires. On en parle dans notre petite émission qui s'appelle Le Studio. Notre but, c'est d'essayer, parce que quand on entend une idée et que ça fait du sens, on se dit, puis qu'il n'y a pas beaucoup, mettons, d'informations dessus ou qu'on se dit, bien, on va l'essayer, puis si ça marche, bien, ça démontre que c'est possible. On ne dit pas que c'est facile,
mais c'est possible. Tu sais, puis j'ai l'impression que la HNI, c'est une nuance que tu essaies d'amener beaucoup aussi, là, parce que c'est pas toujours facile, c'est pas magique, c'est pas instantané, mais c'est Non, possible. Juste c'est ça, ça. c'est nourrir l'esprit des gens, je trouve. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que mon intuition, c'est qu'un scénario qui doit arriver aussi, c'est que ça peut devenir carrément, tu as dit le mot succès tantôt, tu sais, si on rentre dans un paradigme de performance, j'ai l'impression que c'est là que ça peut ajouter, au lieu de simplifier la vie, c'est que ça peut ajouter du stress pour un parent. Est-ce que c'est Oui, c'est ça. quelque chose que tu as vécu ou des témoignages que tu as reçus? Oui, vraiment, je l'ai full vécu. Que justement, avec mon fils, quand ça a commencé à comme bien aller, tu sais, parce que la chenille, comme je le disais au début, tu peux le faire avec des couches ou sans couches, tu peux le faire à temps plein ou à temps partiel, de manière occasionnelle, tu sais, c'est super modulable, mais tu sais, avec mon fils, quand on commençait à avoir un certain succès, tu sais, que j'avais comme tous les cacas, puis genre 50% des pipis, tu sais, c'est beaucoup là, quand tu y penses avec un enfant de genre 5 mois. Mais tu sais, fait qu'il y a un bout, je m'étais dit genre, ah, OK, ben, tu sais, il m'en manque pas beaucoup là, pour tout avoir, fait que je vais le faire. Mais tu sais, ça, c'est comme, effectivement, ça nous met beaucoup de pression comme parents. Pour l'enfant aussi, puis tu sais, souvent, ça finit en backlash, ces affaires-là. Là, tu as une pause du pot. Fait que, tu sais, quand un parent me dit, j'y suis presque, là, comment je fais pour tout avoir? Puis là, je suis comme, non, non, tu sais, comme, reste avec ce que tu as, c'est super bon. Quand il sera plus vieux, tu sais, graduellement, tu vas l'avoir, mais tu sais, genre, vise pas ça, là. Ou, tu sais, à moins que tu le veuilles vraiment, je veux pas trop décourager les gens, mais comme, c'est correct, tu sais, avec ce que tu as, là, il y a une règle, là, tu sais, la règle du 80-20, là, comme, tu sais, en gros, ça va te prendre 20% d'efforts pour avoir 80% des résultats, puis le dernier 20%, bien, ça te prend 80 d'efforts Ouais. le C'est là que faire, la là. vie va, c'est là que la vie va peser sur nos boutons, là. C'est ça. Fait que, fait que c'est ça. Fait que non, faut pas que ça soit un stress. Puis beaucoup, tu sais, c'est ça, beaucoup de gens euh, partagent ça, là, que la chenille, ça peut devenir comme un stress, puis qu'ils peuvent avoir un sentiment d'échec. Fait que, tu sais, j'encourage pas les gens à comme compter le nombre de pipis qui réussissent, puis tu sais, à se faire des stats. Ou, tu sais, il y a même des applications maintenant, là, comme pour calculer le nombre de couches que tu changes, puis qui, tu sais, ou quand tu fais du potty training, tu sais, comme le nombre de pipis que tu as dans le pot, puis là, je suis comme, non, non, mettez-vous pas à faire ça, là, c'est comme un facteur de stress immense, là, tu sais, le but, c'est vraiment juste de, tu sais, de communiquer avec bébé, de lui offrir du confort autant qu'on est capable. Puis, les enfants, ils ne sont pas non plus malheureux en couche. Là, beaucoup de gens aussi, quand je raconte mes trucs, ils disent genre, ben, mon enfant n'a aucun problème à faire ses besoins dans une couche. Puis je suis comme, ben, OK, c'est fine. Si vous voulez continuer comme ça, faites-le. Moi, j'ai pas de problème. Je vais être là aussi plus tard quand vous décidez que c'est le moment de passer aux culottes. Puis justement, là, quand ils seront plus vieux aussi, là, ça se fait. Là, je commence à faire ma liste de bébés. Ma Oui. classique liste. J'aurais pas de shower, mais il y a des gens qui veulent une liste de cadeaux. Puis là, il y a certains de tes items, en fait, qui sont dessus, dont je ne sais pas, en tout cas, on t'offre des formations entières là-dessus, ce qui va faire aussi probablement partie de mon cadeau sur le pratico-pratique. Parce qu'aujourd'hui, l'intention, ce n'était pas de faire un cours aux gens de comment l'appliquer directement, mais juste de dire le message, c'est possible. Il y a des façons de faire. Puis, c'est ça. Fait que dans les détails, c'est une petite question pour moi parce que là, je commence à me préparer. J'imaginais utiliser beaucoup des. J'ai pas le mot, là, des tarps, mais pas des tarps comme pour envelopper que tu mets dans ton garage, là, mais des trucs imperméables au sol. Ah oui, comme un piqué. Une bâche? Une bâche, une belle bâche industrielle. Là. Bleue, là, ouais, pour protéger ton tapis, là, t'es full equip. Tu t'enveloppes tout dans de la bulle, là. Là, tu le laisses aller. Mais non, est-ce que... Parce qu'on a parlé beaucoup de nudité aussi, mais là, il y a aussi le fait que, bon, ben, des fois, il va être habillé, là, il est en public, ou il va être aussi semi-couvert. Tu sais, fait que j'ai l'impression que, moi, une image que j'ai en tête beaucoup, c'est l'enfant couvert par, tu sais, sur un truc imperméable, mettons, là, tu sais, un piqué, qu'est-ce qu'un piqué, en fait? Ben, un piqué, ça peut... normalement, un piqué, c'est comme... c'est en coton. C'est comme tu as deux couches de coton, puis en milieu, c'est comme un petit molleton, là, un peu style comme des courtes pointes, là. Okay. Mais c'est plus petit, puis c'est ça, un piqué, là. Mais tu sais, il peut en avoir aussi imperméable avec un genre de plastique. Ou aussi, il peut en avoir en laine. Moi, je fabrique des piquets en laine recyclée. Fait que ça, c'est une option qui est plus naturelle et écolo.
Mais si tu veux qu'on s'enligne sur le matériel qu'il faut pour la chenille, ça aussi, c'est tout un sujet, là. Fait que comme tu te dis, moi, je donne des formations en chenille puis en propreté pour aider les parents à savoir un peu plus comment faire, soit parce que tu sais, fut un temps où on n'avait pas besoin de formation comme ça. Tu sais, quand on vivait en communauté puis que tout le monde faisait ça, tu demandais à ta tante, mais tu sais, en ce moment, ta tante, ça se peut que ce qu'elle t'enseigne, ça soit un peu weird, là, parce que comme je disais, il y a eu une période au 20e siècle où ce qu'on faisait avec les bébés, c'était pas tant, c'était juste pas tant, c'était pas tant ce qu'on veut faire. Fait que, fait que moi, je suis allée chercher de la formation, puis j'en donne. Puis d'ailleurs, pour tes auditeurs, ça me fait plaisir d'offrir un code rabais de 5 $. Ça va s'appeler Renard. Donc, OK. comme ça, c'est représentatif pour vous, mais aussi pour ce qui est du matériel. Ça, c'est un sujet vraiment intéressant parce que je ne sais plus c'est quoi le terme pour des produits zéro déchet. Là, tu te fais à croire que c'est plus écolo, mais finalement, ça continue. C'est comme du green. Du greenwashing? Oui, greenwashing, genre. Fait que là, moi, une question que je me pose souvent, c'est est-ce que je fais du greenwashing? Est-ce que comme c'est pas juste une manière de réorienter les gens vers d'autres bébelles? Fait que j'ai vraiment conscience de ce défi-là. Puis, tu sais, puis ils le font avec pas grand-chose. Mais il y a quand même certains accessoires qui donnent un bon coup de main puis qui vont juste probablement vous aider à mieux réussir. Fait que comme je le dis encore, j'utilise l'expression réussir, mais c'est pas comme un concours, mais mieux vous soutenir. Là, quand tu fais du portage, c'est quand même bien d'avoir un bon porte-bébé ou quand tu as un bébé, il y a quand même certains accessoires qui aident vraiment beaucoup. Fait que pour les gens qui veulent commencer dès la naissance, un truc vraiment pratique, ça s'appelle le pot-chapeau. Donc, ça a un petit peu la forme d'un chapeau haute forme. On va le tenir, on va le coincer entre nos cuisses, puis on va asseoir le bébé dessus. Fait que comme ça, les besoins vont aller directement dans le petit pot. C'est aussi un petit pot qui a comme un petit coussinet sur le rebord, parce que quand on cherche des positions et des manières de faire la chenille, c'est vraiment important de se soucier du confort du bébé, parce que pour être, l'enfant doit être comme confortable, puis détendu, puis pas stressé, fait que c'est important qu'il soit comme ça. Qu'on a une position physiologique aussi, donc le squat, super important. Aussi en chenille, on va vraiment promouvoir des petits pots qui sont le plus bas possible. Parce que souvent aussi, quand on veut offrir le pot à un petit enfant, il y a beaucoup de pots qui sont plus faits pour des enfants de 3-4 ans, tandis qu'il y a des petits pots qui sont vraiment plus bas. Donc, sur ma boutique, j'ai aussi comme un mini pot qui est fait pour les enfants de 2 mois à 2 ans. Donc, ça commence vraiment jeune. Puis aussi, quand on regarde une position à adopter, c'est important aussi de se préoccuper du confort de l'adulte, parce que c'est quand même des positions qu'on peut soutenir longtemps. Si on tient l'enfant, ils peuvent être lourds, donc il faut aussi faire attention à nous. Là. C'est comme quand on allait, si tu allaites toute recroquevillée, ramanchée sur ton enfant, ben, tu vas avoir mal au dos, puis c'est pas ça qu'on souhaite. Fait que ça, c'est des produits que j'aime beaucoup. Pour le sans-couche aussi, pour peut-être sauver ton tapis beige. Les piquets de laine, ils sont comme imperméables. C'est un peu, la laine, là, c'est bien spécial, c'est magique, mais c'est ça, ça a un effet imperméable, puis il suffit de mettre par-dessus. Moi, j'utilise ce qu'on appelle un pre-fold, une couche pré-pliée, mais on peut aussi utiliser une vieille serviette ou d'autres choses qu'on a chez nous. Mais ça, c'est quand même un setup qui est vraiment gagnant, je trouve, puis que je recommande. Puis aussi, il y a un petit accessoire qui s'appelle le Snappy. Ça, c'est comme la version moderne des épingles à couche de nos grands-mères. Donc, plutôt qu'avoir des épingles pointues, ça a juste comme des petites griffes qui permettent d'attacher une couche plate ou une couche prépliée comme ce que j'ai pour que ça tienne sur l'enfant. Puis ça, vu que c'est pas comme imperméable, quand notre enfant fait ses besoins, on peut juste le toucher ou même le voir à l'œil. On peut savoir quand le changer ou si on veut observer un peu les signaux, on peut voir plus facilement qu'est-ce qu'il a fait juste avant de faire ses besoins. Fait il y a plusieurs trucs qui sont utiles ou des culottes d'entraînement aussi quand l'enfant commence à marcher. Si on veut qu'il apprenne à monter puis baisser ses culottes, ben, s'il porte une couche, il ne sera pas capable. Tandis qu'avec des culottes, ça peut être bon de passer à ça. Puis aussi, tantôt tu parlais en Asie, les pantalons ouverts. Ça aussi, c'est des accessoires qui sont super pratiques, là, en fait. Quand on pense en généralement des vêtements qui aident à la chenille, c'est clair, c'est des vêtements de 2 pièces, là, genre le petit pyjama One Piece, c'est bien cute, mais avec toutes les snaps, ça ne marche pas. Ou les petits bodys qui s'attachent
en dessous des fesses, ça aussi, c'est beaucoup trop long à tout détacher puis rattacher. Fait qu'il faut chercher des trucs qui vont être vraiment faciles puis rapides à mettre puis enlever. Vous attendez un bébé d'été, fait que ça a quand même vraiment l'avantage que tu as moins besoin de l'habiller, mais en hiver, c'est sûr que tu as comme d'autres accessoires qui sont pratiques pour et garder bébé au chaud et être capable de l'amener au pot comme plus facilement, plus rapidement. Au début, nous, on n'arrête pas de faire la joke qu'on va le mettre en jaquette. Il va toujours être en jaquette. Ben oui, ça existe, des petites dormeuses. C'est vraiment cute. Moi, ce bébé-là, là, il a vécu genre ses 2 premières semaines de vie dans des petites jaquettes. Là, puis c'est vraiment cute. Ah ouais, c'est ça qui est. C'est ça que. Moi, je veux le. Je vais essayer, je vais le tester. Là, je veux le porter aussi beaucoup en peau à peau. Là, fait que le bébé nu, puis je me dis, peut-être que ça doit aider aussi avec les signaux, tu sais, parce que je pense que tu es soucieuse aussi de dire comme plus il y a de couches, plus c'est difficile de percevoir ces signaux-là. Là. Fait que juste de ne pas mettre de grosses couches imperméables, ben ça facilite déjà la communication. Fait que là, c'est de me dire, c'est ça, d'essayer de faire ça. J'ai perdu mon idée. Mais ouais, en peau à peau. Fait que là, je suis en train de préparer, d'investir aussi dans des porte-bébés. Je pense que je vais en fabriquer. Je vais essayer d'en fabriquer avec ma maman. Je vais en avoir une coupe au cas où le bébé, justement, s'échappe. Oui, c'est ça. J'allais dire, prends un tissu qui se lave bien, là, pas genre de la soie. Là. Ça soit beige, non, pas vraiment. Puis là, après, c'est ça, c'est de réfléchir à plus la version d'hiver. Le bébé d'hiver, de comment ça va être pour le transporter et tout. Mais en tout cas, d'ici là, je vais avoir suivi ta formation. Puis, il y a beaucoup de... Ben, il n'y a pas beaucoup de gens, mais on a quand même, dans les dernières années, je pense qu'il y a plus de ressources. Là. Des fois, je parle avec des mamans qui ont fait la chenille, mettons, il y a 10 ans. Puis, ils disaient qu'à l'époque, il n'y avait rien, là, tandis que, moi, je suis basée au Québec. Puis, j'ai des petits pots, j'ai des couches, j'ai des produits en laine. Mais il y a aussi une autre fille, Comfy Baby. C'est une compagnie qui est basée au Canada. Puis, elle vend comme, des petits hauts spéciaux, des petits pantalons fendus, etc. Sinon, en Allemagne, c'est quand même populaire. En Europe, ils sont chanceux. Là, ils ont beaucoup plus. Il y a quelques compagnies qui font du super beau stock. Là, puis, avec des tissus. Les tissus européens, c'est tellement beau. Fait que... il y a vraiment moyen aussi d'avoir un bébé en hiver à chenille, puis de faire que tout ça marche. Là. Ah, c'est ça, mon idée tantôt de dire, il faut faire le deuil du on veut mettre notre bébé dans des petits kits cute. Parce que, c'est un peu... Pas nécessairement si t'as envie, ça se fait, là. Oui, absolument. Mais les couches lavables, c'est tellement cute! Oui, avec les petits imprimés, là, c'est vraiment beau. En été, là, tu laisses ton petit bébé en couche, puis c'est vraiment mignon. Oui, c'est cute. Tu sais, j'ai récupéré... mon frère et ma soeur ont eu un bébé en janvier-février. Puis là, ma mère a ressorti nos jouets de bébé, mais aussi encore notre linge de bébé. Fait que ça va être le linge de sortie. Tu sais, justement, quand j'amène le bébé, là, ça va être là que je vais pouvoir le mettre puis prendre des photos cute de l'enfant. Sinon, je vais essayer les jaquettes, les couches, puis... c'est ça, je regarde. Parce que c'est vrai, hein, on parle du greenwashing, je pense que c'est un autre sujet qu'on pourrait connecter puis se parler, mais c'est Joseph qui nous dit c'est le mot de la fin. Oui. Bon. Mais oui, je suis contente que tu adresses l'aspect écologique, en fait. Joseph va venir dire coucou. Allô! Coucou! Hey, il me voit. On dirait qu'il m'envoie des regards. Pour les gens qui écoutent en audio, c'est que Joseph est devant la caméra en ce moment. C'est le mot de la fin. Mais oui, en tout cas, merci pour ton approche aussi comme écolo. Là, comme tu dis, même le zéro déchet, ça peut devenir une autre façon de consommer puis de s'épanouir dans des objets comme super beaux, puis que finalement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui s'accumulent. Mais tu sais, mettons, une maman comme toi qui attend un bébé, je dis... Tu sais, souvent, on recommande d'avoir un lot de 24 couches lavables. Je ne sais pas pourquoi c'est le chiffre clé. Moi, je dis acheter 23 couches, puis acheter un petit pot à la place. Il va amplement compenser pour la couche en moins que vous n'allez pas acheter. Okay. C'est ça mon truc. Bon, mais c'était génial de te parler aujourd'hui. J'encourage tout le monde à aller sur ton site web. C'est quoi la meilleure façon de te contacter, en fait? Oui, je suis présente sur Facebook et Instagram sous le nom Le Petit Pot Plutôt, mais mon site web, c'est hni.québec, tout simplement. Okay. Puis à partir de là, vous avez accès à mes cours en ligne, puis aussi à mon blog, mon infolettre que j'envoie souvent avec non seulement mes aventures avec mes propres enfants, mais des trucs plus précis. Puis,
C'est ça. Je pense que Vincent, avant de commencer l'enregistrement, c'est pas en direct, mais on a quand même fait une publication pour dire que tu allais être notre invité. Puis je pense qu'on a une question du public. Ah ouais, cool. Fait, on a. Qu'est-ce qu'on ferait avec un bébé qui dort 7-8 heures par nuit et qui a fait 3 pipis et 2 crottes au matin? Bien, félicitations, c'est très beau. La chenille la nuit, c'est toujours facultatif. Si vous avez un bébé qui dort 7-8 heures, mettez-lui une couche, profitez-en, dormez vous aussi. Si la chenille vous aide à mieux dormir, faites-le. Il y a des bébés qui vont être vraiment dérangés par leur élimination, donc ces bébés-là, je recommande de leur offrir le pot la nuit, mais si votre bébé il dort, dormez. Puis si vous les ramassez au matin, effectivement, quand on se lève, adulte comme enfant, on a besoin d'aller aux toilettes, fait qu'on offre dans la journée. Il y a toutes sortes de manières. Je disais, c'est super modulable. Il y a des gens qui vont dire, ben, je le fais à la maison seulement, puis quand on est en visite ou en sortie, je le fais pas. Les gens qui le font les soirs et fins de semaine seulement, les gens qui travaillent. Sinon, il y en a qui disent, ben, moi, je le fais juste le matin au réveil, puis le soir avant le bain, ou quand ça m'adonne. Fait qu'il y a vraiment moyen de moduler. Moi, si la personne attrape ça, je dis un gros bravo, c'est tout. T'as-tu à le faire dans la nuit, toi? Tes enfants dormaient-tu j'ai eu mon premier, il ne dormait pas pantoute. Je pense que ça m'est arrivé une fois de lui offrir parce que aussi, moi, je suis trop zombie. Là. Fait que je l'allaitais, il se rendormait, il se réveillait genre 5-6 fois par nuit, là, des fois, mais mes 2 autres, ils dorment mieux. Mais j'ai 2 groupes Facebook, un pour la chenille, un pour la propreté. Fait que si vous voulez échanger avec des parents qui font la chenille puis leur demander un peu comment ils font, dans ces groupes-là, il y en a qui font la chenille la nuit, puis il y en a même qui disent que c'est plus facile que le jour. Fait que moi, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté, mais dans ces groupes-là, on a vraiment des beaux échanges, là, puis on s'échange des trucs, puis des manières de faire. Fait que ça aussi, si les gens ont des questions, ils peuvent venir. C'est le groupe à Chenille Québec, puis le groupe Accompagner l'apprentissage de la propreté. Est-ce que Joseph nous laisse poser une dernière question ou là, il est temps qu'il récupère sa maman? Retourner voir c'est des signes quoi en ce moment? C'est-tu qu'il a faim? Ah oui, je pense qu'il a faim. C'est ça parce qu'il a faim. Oui, OK. Il a dormi, il a faim. Une dernière question peut-être. Oh non, ton cellulaire, vite. Je pense que qu'est-ce qu'on fait si le bébé a des coliques et qu'il ne donne pas de signe clair? Oui, ben les bébés à coliques, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la chenille, ça a aidé leur bébé à coliques. Parce que les coliques, c'est un peu inexpliqué. Là. Il y a des gens qui pensent que c'est lié au gaz puis à la digestion qui rendent le bébé inconfortable. Puis qu'en se mettant à offrir le pot de manière régulière, ça permettait au bébé de mieux éliminer parce qu'on les place dans une position physiologique. T'sais, imaginez être comme couché sur le dos là, dans une couche. Imaginez faire caca couché sur le dos. C'est un peu bizarre, tu sais. C'est sûr, les bébés n'ont pas comme toute notre expérience de vie qui fait que pour nous, c'est bizarre, mais reste qu'ils vont être vraiment mieux. Puis souvent, des fois, comme tu amènes ton bébé au-dessus du lavabo ou de l'évier, puis il va juste comme péter, puis pas faire ses besoins. Puis les gens disent, ah, ben il a juste fait des pets. Mais je dis, mais c'est génial qu'il ait fait des pets parce que ça leur cause tellement d'inconfort d'avoir des gaz. Puis souvent, juste le fait d'être tenu en position physiologique, donc on prend bébé par les cuisses, on le tient contre notre corps. Puis juste le fait d'adopter cette position-là, ça aide à faire passer les gaz, à faire passer les selles quand il y en a. Puis donc, c'est sûr que pour un bébé à chenille qui pleure beaucoup, ben là, il ne faut pas à chaque fois qu'il pleure nécessairement comme se lancer au pot, mais plus en l'intégrant à la routine, peut-être que ça va réduire les pleurs puis permettre de mieux cibler, de mieux comprendre l'enfant. Génial. Finalement, c'est ça. C'est garder un esprit d'apprentissage et de communication versus un esprit de performance. Puis on s'adapte avec le bébé, les périodes de la vie puis les environnements. Je pense que ça résume comment rendre ça accessible. Merci encore pour ta présence. On va te laisser aller voir ton bébé. Tiens-moi au courant si tu as des nouvelles formations, des nouveaux projets. Ça va me faire plaisir de le partager. Puis un petit rappel pour les gens d'utiliser le code RENARD s'ils veulent aller suivre mes formations pour savoir un peu plus comment faire. Génial. Merci Marie-Claude. Bye bye et bonne fin de grossesse. Merci.
Salut, moi c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra pour Radio Renard, mais avec Marc-Claude, on expérimente, on fait plein de tests au quotidien pour intégrer le mouvement dans notre vie. Vous allez donc me voir ou m'entendre dans plusieurs contenus qu'on fait pour Renard. Si jamais vous voulez avoir des idées ou des astuces pour intégrer le mouvement dans votre vie, on a plein d'outils sur le site web qui pourraient vous aider. Oui, rendez-vous au renard.ca. On met le site à jour régulièrement. On a une section studio où on fait chaque semaine, on présente les expérimentations de la semaine. C'est vraiment un peu l'arrière-scène. Des fois un peu bordélique, mais les choses qu'on teste, les patentes qu'on fait. Il y a aussi une section biblio. On partage les livres qu'on aime. Il y a des auteurs qui ont changé notre vie. On parle d'eux vraiment souvent, mais on met aussi la référence de d'où viennent nos idées. Et finalement, on a aussi une chaîne YouTube. Fait que peut-être que vous nous suivez avec le podcast depuis un moment, mais on a aussi une chaîne YouTube pour montrer autant le podcast, le studio, mais aussi on commence à faire des petites capsules un petit peu plus courtes. On va commencer à faire des trucs pratico-pratiques pour le quotidien. Donc, suivez-nous.